bonjour ou rebonjour. C'est avec plaisir que nous retrouvons Laurence Lemercier, qui avait fait une présentation en début de semaine sur les abeilles solitaires à l'école et qui va nous faire une présentation aujourd'hui sur l'école dehors. Donc, Laurence a été enseignante et directrice de l'école franco-américaine internationale à Portland, en Oregon. Et nous avons la chance d'avoir une belle forêt, mais ce n'est pas impossible de faire l'école dehors quand même. C'est à toi, Laurence. Alors, je vais partager mon écran. Merci Catherine. Merci aussi de m'avoir invitée à cette université d'été. Donc, dans un premier temps, effectivement, je suis Laurence Lemercier, 29 ans à l'école franco-américaine de Portland et je sors de ma retraite aujourd'hui pour vous parler. Et je vais commencer en vous donnant un petit peu en faisant des petites remarques personnelles qui expriment mon opinion, oui, c'est personnel, et qui expliquent aussi les raisons pour lesquelles je suis là aujourd'hui. Je pense que nous avons vraiment besoin d'accélérer notre prise de conscience de la dégradation de la planète. Je pense que nous nous devons de donner aux enfants les outils pour apprendre à apprécier les environnements naturels et apprécier dans tous les sens du terme apprécier. Et je pense aussi qu'on ne peut plus le faire de manière ponctuelle, il faut le faire tout le temps. Voilà. Et on va commencer par cette citation que je vous avais mise donc, pour l'introduction de l'atelier. Si les enfants n'apprécient pas la valeur de la nature, ils ne la protégeront pas. S'ils ne la protègent pas, ils la perdront. Et puis, si vous étiez à ma présentation, alors que je me mette sur mon PowerPoint, pardon. Si vous étiez à ma présentation sur les abeilles solitaires, je vous ai déjà parlé du livre de Jane Goodall, The Book of Hope, le livre de l'espoir en français. Si vous lisez ce livre, vous verrez qu'à l'intérieur, vous ne trouverez pas beaucoup d'espoir. Jane Goodall a maintenant presque 90 ans. Elle nous parle de son expérience au sein de ce livre, mais elle nous dit aussi l'urgence de faire quelque chose avec les enfants de maintenant. Et c'est notre responsabilité d'enseignante de faire ce travail. Je vous ai mis quelques citations ici que vous pourrez lire après sur le PDF, mais j'aime vraiment cette première. La sagesse, c'est de se demander quels effets la décision que je prends aujourd'hui aura sur les générations futures, sur la santé de la planète. Ça, c'est vraiment important pour nous en tant qu'enseignants. Et puis la deuxième chose, et vous verrez dans ce livre de nombreux exemples de la part de Jane Goodall là-dessus, nous avons besoin de la nature, mais la nature n'a pas besoin de nous. Donc elle parle de résilience de la nature, d'exemples justement où l'homme n'est pas là et la nature a repris ses droits. Et comme je le disais aussi dans la présentation sur les abeilles, le plus grand danger pour notre futur, c'est l'apathie. Donc, on commence et on se retrousse les manches et on fait tout pour qu'on puisse mettre les enfants au sein de cet environnement naturel pour leur redonner goût un petit peu à cet environnement naturel dont nous avons besoin. Voilà, donc ça, c'est ma première partie aussi. Ce que je vais vous présenter, d'abord, je ne suis pas une experte. L'école dehors, c'est un titre, mais c'est l'école et puis être dehors. Je ne suis pas une experte, effectivement, et ce que je vais présenter ici va vous paraître certainement simple ou évident, ou vous l'avez déjà fait, mais c'est juste de regarder tout ça avec cette prise de conscience, de se dire qu'est-ce que je fais pour m'assurer que la planète continue à évoluer de façon positive. Voilà. Je continue ici. Alors, il y a beaucoup de recherches. En ce moment, évidemment, il y a un essor important de recherche sur les bienfaits de mettre les enfants dans la nature. Encore une fois, pour moi, cette présentation, ce n'est pas de vous dire il faut faire l'école dehors, mais c'est de vous dire faisons prendre conscience aux enfants de l'importance de cette nature. Alors, deux sites qui m'ont vraiment, moi, beaucoup aidé. Le site Sylviva, qui, je ne sais pas si vous le connaissez déjà, mais c'est la fondation Sylviva, donc en Suisse, et ils ont des mines, mais des mines d'outils pour démarrer justement ce travail avec les enfants. Et c'est un travail de mettre les enfants donc, au contact de la nature pour apprendre dans et par la nature, comme ils le disent. Mais ils font aussi des classes pour les adultes d'ailleurs, et ils ont vraiment énormément d'outils, donc je vous conseille d'aller voir. Ils ont quelques outils à vendre, mais ce n'est pas une société à but, une fondation à but lucratif. Ils sont vraiment là pour aider à remettre la nature au premier plan au sein de l'éducation.
Et puis, je vous ai mis des petites flèches ici parce qu'en fait, ils ont utilisé la recherche que l'on trouve, je ne sais pas si vous connaissez, donc Frontiers, qui est open access pour les personnes qui font des études scientifiques et qui veulent mettre leurs études sur une plateforme. Et ils ont utilisé en fait certaines recherches qui se trouvent à l'intérieur de Frontiers, dont The Natural World as a Resource for Learning Development from Schoolyards to Wilderness. Et ils ont utilisé tous les paramètres et toutes les informations qui se trouvaient à l'intérieur de ces recherches scientifiques. Donc, je vous encourage à aller voir ces 2 sites. Il y en a plein d'autres. Moi, c'est ceux qui m'ont vraiment parlé. Alors, encore une fois, moi, je vais vous parler ici de mon expérience à ma très petite échelle, donc avec des maternelles, des CP, des CM2. Et l'objectif est donc de se trouver le plus d'occasions possibles pour lier les éléments de nos programmes avec des activités qui sont tournées vers la nature et sur la nature. Alors, je vous encourage vraiment à regarder cette présentation en mettant votre casquette d'enseignant avec le niveau que vous avez. Moi, je n'ai pas pu représenter tous les niveaux puisque c'est mon expérience ici. Donc, mettez votre casquette en vous disant, à partir de cette présentation, tout de suite, essayez d'imaginer qu'est-ce que ça peut représenter pour votre classe. Je vous mets aussi, et ça ce sera dans le lien du PDF, Grandir avec la nature, éduquer et enseigner dehors. C'est un documentaire donc, sur une classe en France qui a amené les enfants pendant donc, toute une année, une fois par semaine, il les amenait dans la forêt. Alors, et c'est là que je veux présenter ce genre de choses parce que pour nous, dans notre école franco-américaine de Portland, nous avions la chance d'avoir la forêt sur le campus. Ce n'est pas toujours le cas. Dans le cas de cet exemple ici, Grandir avec la nature et éduquer et enseigner dehors, la forêt était à une vingtaine de minutes de l'école et ils y allaient à pied. Donc, ils y allaient à pied par tous les temps et on en reparlera. Alors après, ce qui est moins dans le domaine du possible, c'est une année tous les jours dans la forêt. On le sait, hein, ça c'est l'idéal, mais en même temps, c'est pas vraiment possible. Mais je vous conseille quand même de regarder ce documentaire parce que vous trouverez plein d'idées qui peuvent vous aider à gérer les espaces que vous aurez autour de chez vous. Et puis, si vous ne connaissez pas, donc ce documentaire a été fait par Passe-moi les jumelles. Si vous ne connaissez pas Passe-moi les jumelles, allez voir. Allez voir, ils ont des quantités de documentaires qui, justement, nous remettent à la vie plus simple, à des contacts réels avec la nature. Donc, ça peut être quelqu'un qui a un élevage de poules, ça peut être un jeune qui décide de partir à l'aventure avec son bœuf sur la route. Mais vous verrez, il y a vraiment des choses extraordinaires sur ce site de Passe-moi les jumelles. Quelques principes que moi, je me suis donné lorsque j'ai envisagé cette école dehors ou cette école en prenant conscience des éléments de la nature qui nous entourent. Les premiers principes, c'est d'abord d'identifier tous les espaces nature possibles dans le périmètre de l'école. Donc ça, c'est important et c'est là que vous mettez votre casquette vous-même en vous disant okay, qu'est-ce qu'on a là, aujourd'hui, qui puisse nous permettre de mettre les enfants au contact avec la nature. Donc ça peut être la cour, mais ça peut être aussi le jardin de l'école. Si vous n'en avez pas, ça peut être un jardin qui est à côté, ça peut être un parc, ça peut être un espace vert, ça peut être une forêt. Une autre chose importante, c'est identifier tous les adultes qui peuvent accompagner si l'espace est lointain. Et ça, c'est à faire dès le début, de se dire quels sont les adultes qui peuvent venir. Est-ce que ça peut être des personnes de l'administration qui peuvent aider juste à accompagner si l'espace ne se trouve pas à côté? Est-ce que ça peut être des élèves de CM2 qui accompagnent des plus petits? C'est ce que j'ai fait moi dans le cadre de mon travail avec les tout petits. Et puis, s'assurer qu'on encourage une connexion intime avec le monde naturel. Alors ça, c'est lié aussi avec donner le temps aux enfants de s'approprier les environnements extérieurs. Donc, aller vraiment avec cette notion de je vais d'abord leur donner le temps de s'approprier les environnements extérieurs avant d'amener mes idées, mon programme et mon curriculum derrière. Encourager les activités émergentes et spontanées. Alors ça, c'est quelque chose que moi j'ai appris, que vous, moi je suis une enseignante plus ancienne, mais certainement chez les enseignants plus jeunes, vous avez déjà ça en tête. Pour moi, je suis partie avec des objectifs très précis. On rentre dans une forêt, on doit faire ci, on doit faire ça. Vraiment avoir pris du recul. Et ça, avec Catherine, on a eu la chance extraordinaire de travailler avec un monsieur qui s'appelait Dale, qui avait travaillé avec les Native Americans et qui nous a amenés dans la forêt et qui nous a appris
à mettre des enfants dans une forêt, à se mettre en retrait. Il n'avait aucun agenda. Par contre, ce qu'il nous a appris, c'est que ça demandait pour l'adulte une connaissance très importante des éléments de la nature. Donc, ça veut dire s'informer soi-même, être capable de provoquer la curiosité, mais être capable aussi de répondre à ce que les enfants vont vouloir savoir. Aller dehors par tous les temps, et ça c'est vraiment, vraiment, vraiment très important. Ça veut dire aussi une collaboration avec les familles, parce qu'il faut que les familles puissent permettre à leurs enfants de venir habillés dans des conditions qui leur permettent d'aller dehors à n'importe quel moment de la journée. Donc évidemment, avoir des bottes, ça c'est ce que nous on demandait obligatoirement aux enfants, hein, du CP jusqu'au CM2 si nécessaire. Et puis amener le dedans dehors. Parfois, on fait des activités du dedans qui, en fait, impliquent des choses du dehors. Donc, essayez vraiment d'amener le dedans dehors. Encore une fois, je sais, dans le cadre de notre école, c'était plus facile puisque le dehors était juste là à portée de main. Voilà. Donc ça, quelques principes ici. Alors, je vais commencer par quelque chose de très simple. Je vais commencer par le jardinage. Alors, vous allez me dire, oui, bah, c'est bon, ça, le jardinage, on le fait tous, c'est évident, on l'a fait. Oui, mais encore une fois, on va le prendre avec l'idée de se dire, OK, là, le jardinage, et on l'a vu aussi avec ce qui s'est passé là, les dernières années, avec la pandémie, avec ce qu'on voit avec l'Ukraine aussi, c'est que la chaîne alimentaire peut être rapidement défaite et nous amener à des situations difficiles. Donc, permettre aux enfants de se rendre compte qu'ils peuvent eux aussi mettre la main à la pâte et puis avoir leur propre culture. Les mouvements locavores sont en train d'exploser un petit peu partout aussi. Les marchés du coin, là, moi je suis sur une toute petite ville et il y a plein de marchés en fait qui sont en train de venir un petit peu partout. Donc mettre les enfants en contact avec la terre, c'est là l'objectif du jardinage. Et encore une fois, quelques principes ici pour ce travail. Alors moi, je l'ai fait avec des petits, je l'ai fait avec des CP. Donc, quelques principes. On peut jardiner avec peu de moyens et d'espace. Donc, c'est important de regarder ça, hein. Par exemple, ici, dans cette photo du bas, ici, on voit des tout petits bacs. Si on n'a que cet espace-là, ça peut marcher. Ça peut marcher. C'est accessible à tous les niveaux, bien sûr. Ça peut être un projet communautaire. Donc, je vous montrerai aussi comment ça a pu être un projet communautaire pour nous entre les CP et les CM2. Et puis, on peut surtout jardiner toute l'année. Et ça, c'est peut-être qu'une chose qu'on oublie. C'est-à-dire qu'on a tendance à garder le jardinage pour la fin de l'année. Voilà, on va planter quelques petites graines et puis on va les voir pousser. Là, vraiment, prendre conscience que la terre, il faut la travailler toute l'année. C'est-à-dire que même pendant l'hiver, il faut aller voir cette terre, il faut la préparer. Et c'est ce qu'on avait fait aussi avec les CM2. Bien sûr, on y attache de nombreux objectifs pédagogiques et puis on en parlera un petit peu dans cette présentation. Et on donne surtout le temps d'observation et de questionnement aux enfants. Et là, je vais vous dire quelque chose qui, moi, j'ai appris au fil des années. De la même façon que pour les abeilles solitaires, on avait fait l'erreur de mettre nos abeilles loin des classes, et ce qui fait que ça ne permettait pas une observation quotidienne. Dans un premier temps, c'est vrai qu'on a fait les jardins, et les jardins étaient dans des endroits éloignés des classes. Et quand on met le jardin loin des classes, du coup, on a moins le temps d'aller observer et on n'a pas les mêmes interactions avec ce jardin. Donc là, par exemple, ce qui a pu pousser ce travail avec les tout petits bacs ici, c'est parce que je voulais que ce soit vraiment juste à côté de la classe. Voilà. Je continue. N'hésitez surtout pas à m'interrompre, même si je vais super vite, pour poser des questions si vous avez besoin. Alors, je vais passer à une expérience ici avec les petits. Donc, encore une fois, mettez votre casquette de votre grade, de votre niveau. Mais en maternelle, effectivement, on a peut-être plus la possibilité d'être dehors. J'en parlerai après avec mon expérience avec les petits ici. Dans un premier temps, et là, pendant l'automne, l'hiver, on parle beaucoup de patouillage, d'expérience sensorielle, bien sûr. Donc, mettre les enfants, encore une fois, au contact avec la terre. La terre, c'est pas sale. La terre, c'est quelque chose dans laquelle on va trouver des choses. Alors, on peut, dans un premier temps, effectivement, s'y amuser. C'est un bac comme un bac à sable. Mais après, ça devient un bac dans lequel on va creuser, dans lequel on va découvrir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis, on s'arrange aussi pour laisser un bac dans lequel on va avoir toutes les herbes, le romarin, la lavande, la sauge, celles qui vont rester le plus longtemps aussi pendant l'hiver, pour que les enfants puissent avoir ce contact tous les jours.
Encore une fois, ici, je vous parle d'une situation de luxe un petit peu, puisque j'avais la possibilité, là, ma classe était là, j'avais la possibilité d'avoir les enfants dehors tous les jours. Et donc, on avait des enfants ici en expérience avec un bac à eau, en expérience avec un bac à sable ici, et puis ceux qui s'amusaient avec la terre. Et puis, on y allait tous les jours. Donc, c'est vrai que les enfants connaissaient bien ce bac. Mais ensuite, évidemment, ça a évolué. Et puis, on a fait que ce bac n'est plus devenu un bac pour jouer, mais un bac pour planter. Et pour faire donc nos cultures. Alors, ce qui est très important aussi, c'est encore une fois les nombreuses observations. Et comme j'ai pu vous montrer là, la classe était juste à côté, donc on était là tous les jours, on allait voir tous les jours ce qui se passait. Et pour les petits, ça c'est très important. Et puis avoir, en tant qu'enseignant, nous assurer qu'il y a un résultat final. Avec les plus grands, c'est moins grave parce qu'ils sont capables de comprendre cette notion d'essai-erreur. Alors là aussi, il y a forcément des essais-erreurs avec les petits, mais d'avoir une réalisation finale, qu'il y ait effectivement pouvoir manger le radis à la fin, ça c'est important quand même aussi. Alors, la même expérience, mais cette fois avec des CP. Et là encore, donc je remets l'accent sur choisir un espace proche. Donc, alors dans le cadre du Covid, évidemment, ça a été beaucoup plus difficile de faire cette expérience, mais je l'avais faite avant avec d'autres CP. Alors, ça demande aussi, pourquoi ça demande un travail à l'année? Parce que ça demande la préparation des espaces. Ça veut dire qu'on va commencer à réfléchir au jardin, pas seulement à partir du mois de mars, avril, mais on va y réfléchir toute l'année. Quels sont les espaces qu'on va avoir? Qu'est-ce qui est disponible? Si vous n'avez pas des espaces jardin, est-ce que vous pouvez acheter des petits bacs comme moi, là, je vous présente? Le deuxième aspect, ce que j'ai toujours essayé de faire aussi avec les plus grands, donc les CP ici, c'est de faire un travail de responsabilité et de coopération. Donc, ce n'était pas un bac commun, mais c'était des bacs, des petits bacs ou des grands bacs, mais qui étaient divisés en groupes. Et chaque groupe était responsable de son jardinage. Donc, il y avait de la responsabilité ici, donc comment est-ce qu'on va s'y prendre? Tiens, de l'observation aussi, puisqu'on pouvait observer les bacs des autres et de voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Tiens, comment ça se fait que vous, dans votre bac, ça a bien poussé et pas le nôtre, alors qu'on a planté le même jour? Ensuite, je vous parle de lire, calculer, mesurer. Pourquoi? Parce que on essayait vraiment d'être le plus possible dehors, donc avec ce jardin, mais en même temps, il fallait d'abord réfléchir un petit peu à ce qu'on allait faire. Donc, on choisissait en général une dizaine de paquets de graines différents, et derrière ces paquets de graines, donc il y a toutes les informations sur ce qu'il y a besoin de faire pour planter ces graines. Alors, il est évident que les enfants de CP ne peuvent pas tout lire encore, donc je changeais un petit peu le vocabulaire de ce qui était sur le paquet et je mettais à leur portée pour qu'ils puissent lire eux-mêmes et voir ce qu'ils avaient besoin de faire. Donc là encore, un travail d'équipe, donc on lit. Est-ce que notre radis sera mangeable avant la fin de l'année, par exemple? Est-ce que le haricot vert, donc lequel on va planter? Et puis, on s'aperçoit ici qu'il faut mesurer, il faut semer 1 centimètre de profondeur. Donc, on parle de mesure, on va dehors, on mesure. Est-ce que nos bacs nous permettent de planter les haricots? Il faut un espace de 10 centimètres entre chaque graine. Est-ce que c'est possible dans ce petit bac ou pas? Donc, se poser toutes ces tas de questions. Et puis, peut-être aussi permettre aux enfants de ramener ça à la maison, puisqu'ils vont faire ce travail dans leur petit jardin ou ils vont demander d'acheter un petit pot aussi pour faire ce travail. Donc là encore, travail par petits groupes et chacun se débrouille, chacun va faire ce travail donc, avec son équipe. Là encore avec mes CP, donc la classe, on ne la voit pas, mais elle est là derrière. Donc un espace très proche qui permet aux enfants de revenir tous les jours et qui ne demande pas forcément non plus d'avoir tout le groupe classe qui travaille en même temps. C'est-à-dire qu'on peut avoir quelques enfants qui vont dehors et puis les autres sont sur une autre activité aussi dans la classe. Et bien, évidemment, comme pour les petits, il faut un résultat final. Alors, encore une fois, là, il y a plus la notion d'essai-d'erreur et puis le questionnement. Donc là, par exemple, on avait un groupe qui avait beaucoup d'ombre puisqu'il y avait un arbre juste à côté, donc on a beaucoup discuté de ça. Et puis, la possibilité donc, de voir ce qui s'est passé chez les autres. On avait aussi 3 classes de CP qui faisaient la même expérience, donc c'était intéressant de voir que les autres classes de CP n'avaient pas forcément le même résultat. Donc là, encore une fois, pourquoi je vous parle de ce jardinier?
jardinage, c'est parce que la prise de conscience de la main à la pâte ou la main à la terre ici est vraiment importante pour les enfants, pour qu'ils se rendent compte qu'eux aussi peuvent faire pousser leur propre nourriture. Et ça va être important certainement pour les générations futures. Projet communautaire, ça peut le devenir aussi. Donc, nous avions fait une année le pari de travailler avec les CM2 de l'école. Donc, on avait mis les CP et les CM2 ensemble. Et là, donc, il y avait toute une dynamique derrière, puisqu'il y avait non seulement le jardin, mais il y avait aussi les abeilles solitaires, il y avait aussi les oiseaux. Donc, on avait encouragé les enfants ici, surtout ceux de CM2, à apporter leurs connaissances aux enfants de CP. Et puis, comme vous le voyez ici, c'est un travail sur toute l'année, puisqu'on va donc dehors dans toutes les conditions, donc préparer les bacs. Qu'est-ce qu'on a besoin pour qu'au printemps, nos bacs soient prêts? Et comme à Portland, comme Jérôme le disait, il pleut, c'est vrai qu'on était souvent dehors quand il pleuvait. Donc là encore, un travail communautaire qui fait qu'il y a une discussion par rapport au jardin. Alors là, le seul problème, c'est que le jardin était loin. C'était bien parce que tout le monde pouvait s'y retrouver, mais c'était un petit peu loin pour aller le voir, pour que tout le monde puisse le voir. Mais là aussi, projet final, donc il faut aussi quand même une dégustation à la fin. C'est souvent, on est à Portland, hein, donc la saison commence tard. Il n'y a que les radis en général qui résistent à cet endroit. Donc voilà, donc ça c'était pour la partie jardin. Alors, un petit peu plus compliqué maintenant parce qu'il faut les espaces, hein, mais je vais vous parler d'autres possibilités de travail avec la nature. Alors, ici, c'est adopter des lieux. Et encore une fois, là, mettez votre casquette, regardez votre espace, imaginez un lieu possible et adoptez ce lieu. Et surtout, donc, on revient au principe, donner le temps aux enfants de s'approprier les environnements extérieurs. Donc, avant d'être dans cette position où sont mes CP ici, d'être assis avec leur petit carnet, on est au CP, hein, donc ils prennent des notes ou alors ils dessinent, parce que ils apprennent à écrire aussi. Hein. Avant d'arriver là, on avait passé déjà beaucoup de temps dans la forêt. On avait passé beaucoup de temps pour qu'ils regardent, pour qu'ils observent, pour qu'ils prennent le temps, juste le temps d'aller dehors. Encore une fois, aller dehors par tous les temps, donc ce principe-là est important aussi. Donc, on observe librement, et puis on note les changements, on émet des hypothèses, on fait des recherches et on revient souvent. Donc, ce qu'on avait décidé de faire avec notre groupe de CP, c'est d'adopter un arbre. Alors vous, encore une fois, il n'y a pas d'arbre, vous pouvez adopter un arbuste ou des plantes. Alors, je vais mettre natif de préférence parce qu'on essaie vraiment d'encourager le travail sur les interrelations dans la nature. Et donc, ça peut être dans la cour, ça peut être dans le parc, ça peut être dans la forêt proche, peut-être que c'est dans la rue de l'école. En tout cas, l'idée, c'est d'adopter un habitat. Alors, quelle est cette idée derrière et pourquoi adopter un habitat? Donc, dans le cadre de mon travail avec les CP, ce que l'on avait fait, c'est qu'on avait choisi des arbres. Et là encore, travail de responsabilité et de coopération, on s'était mis par équipe. Donc, on avait choisi 4 arbres et il y avait 4 équipes différentes. Et l'idée ici, c'est on observe son arbre, on décrit et puis on émet des hypothèses. Ce qui était intéressant aussi avec cette expérience, c'est que les enfants ont aimé partager ce qu'ils découvraient à propos de leur arbre. Et ce qui a été intéressant aussi, c'est au bout d'un moment, c'est on échange. On va voir l'arbre de quelqu'un d'autre. Ah ouais, dis donc, nous, non, il est vraiment pas comme ça, le nôtre, il ressemble pas à ça. Ou ce qu'on a sous l'arbre est vraiment très différent aussi. Encourager aussi le dessin scientifique. Donc, avant d'arriver, on est au CP ici, avant d'arriver à ce genre de dessin, on est allé une première fois et puis on a dit, bah, oui, il faut garder les traces de notre arbre. Oui, ok, on peut prendre des photos. Si on dessinait aussi pour voir les changements. Avant d'arriver à cette représentation scientifique, il a fallu beaucoup de temps. On a eu d'abord la représentation de l'arbre, bien sûr, avec l'arbre et puis le rond. On est revenu en classe et on a dit, ben là, ils se ressemblent tous, nos arbres. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour qu'ils ne se ressemblent pas tous? On va observer encore plus près et on va voir ce qu'on peut faire pour que nos dessins représentent réellement l'arbre que l'on a observé. Alors, encore une fois, ça demande du temps, hein, ça demande de venir dans la forêt. Là, il est évident que quand je dis on y va par tous les temps, il est certain que quand il pleut à grosses gouttes et qu'on est dehors avec nos petits carnets, ça ne marche pas très bien. Donc là, il faut viser entre les gouttes.
Ensuite, on revient en classe aussi et puis on prend le temps d'identifier les arbres à partir des photos qui ont été prises. Et ce qui était intéressant avec mon groupe, c'est qu'ils ont voulu, évidemment, on est au CP, ils ont voulu tout de suite donner des noms aux arbres. Donc, on avait Grand Babar, c'était celui-là. On avait Arbi, on avait, voilà. Mais une fois qu'on a eu les noms scientifiques, on les a accrochés, évidemment, au nom de Grand Babar. Donc, quand on revient dans la forêt, non seulement on a adopté ce lieu avec cet arbre, mais on regarde évidemment tout ce qu'il y a autour. Donc, on revient souvent dans cette forêt tout au long de l'année. Alors là, toutes ces photos ont été prises par les enfants, hein, puisqu'ils étaient par groupe. Ils venaient avec un iPad. Ils prenaient en photo. Et là, je suis en train d'imaginer un petit peu si vous n'avez pas de forêt juste à côté de chez vous, mais si vous avez un parc, encore une fois, ça peut être fait une fois par semaine, hein. Regardez donc le documentaire qui vous montre comment, avec l'aide d'accompagnateurs ou de parents qui peuvent venir dans votre communauté, ou même peut-être de personnes âgées qui peuvent venir, qui veulent aider, qui veulent être volontaires un petit peu, comment vous pouvez accéder à un espace pour faire ce même genre d'expérience. Donc on regarde, on revient souvent et puis on regarde ce qu'il y a autour de nos arbres, ce qu'il y a dessous. On amène des plateaux, on amène ça peut être nous, on amène nos tableaux blancs aussi parce que c'était plus facile de voir. Donc on verse un petit peu de terre dessus et puis on trouve, est-ce qu'il y a des petites bêtes, comment est l'herbe, comment est, pardon, je ne trouve plus le mot en français, comment est le compost dessous. Donc, vous voyez, par exemple, ici, on est au CP, donc là, il est certain que moi, je prenais aussi des notes pour ramener dans la classe ce que les enfants pouvaient dire. Donc, par exemple, là, dans la forêt le 29 novembre, voilà ce qu'on avait observé. Donc, le cèdre a encore des feuilles ou des aiguilles. Pourquoi j'ai mis feuilles ou aiguilles? Parce qu'à l'époque, les enfants n'avaient pas encore recherché est-ce que c'était des feuilles ou des aiguilles. Donc, je ne voulais pas trop guider, donc je mettais ce qu'eux me disaient. Il y a moins de feuilles sur les arbres, il y a moins de feuilles par terre. Alors, et après, il y a des hypothèses, c'est à cause du vent, c'est dans le sol. Encore une fois, là, toutes ces photos sont prises par les enfants pour pouvoir revenir en classe et analyser ces photos, voir la différence avec ce qu'on avait avant. Donc, on y va encore une fois par tous les temps. Et on fait cette observation toute l'année et vous voyez là effectivement que finalement nos arbres qui avaient des noms comme aigle est devenu effectivement le cèdre rouge et branche est devenu le noisetier. Quand on va dans les espaces comme ça, c'est aussi prendre conscience qu'on est responsable de ces espaces. Et encore une fois, je sais qu'il y a certainement beaucoup d'espaces dans les endroits dans lesquels vous vivez qui ont besoin d'être entretenus. Et ça, c'était important, cette dimension aussi d'être responsable des espaces qu'on utilise. Alors, comme il pleut beaucoup, effectivement, à Portland, nos chemins sont assez gadouilleux rapidement. Donc, c'est encourager les enfants à voir que si on veut pouvoir utiliser ce chemin toute l'année, si ça peut être agréable pour toute l'école, il faut qu'on l'entretienne. Et pour ça, donc, c'était un travail communautaire souvent entre les CP et les CM2 également, mais souvent aussi les CP qui avaient pris ça en charge. L'obtention du paillis, alors là par exemple, nous avions la chance d'avoir un papa arboriste qui nous donnait ce paillis, qui nous permettait effectivement de, tous les ans, d'ailleurs on faisait ça pratiquement 2 fois par an, hein, de remettre du paillis, parce que le sentier était vraiment bien utilisé. Mais la coopération, collaboration, mais c'est aussi pour moi, ce qui était important ici, c'était comprendre l'impact de l'homme sur les espaces. On est là pour les protéger aussi. On les utilise, mais il faut qu'on les protège. Comprendre qu'on ne pouvait pas marcher à n'importe quel endroit dans notre forêt parce qu'il y avait plein de choses qui poussaient qu'on ne voulait pas endommager. Donc comprendre l'importance, encore une fois, oui, de l'impact de l'homme sur les espaces. Et puis, donc là, ici, c'est ce même travail ici avec les CM2. On avait aussi identifié, et on a un enseignant dans l'école qui a travaillé pendant de nombreuses années sur identifier tous les oiseaux de l'école. Et ici, identifier aussi quels oiseaux pouvaient avoir besoin des nids que les CP et les CM2 avaient décidé de construire et de mettre donc dans la forêt pour attirer ces oiseaux-là. Donc là, ici, travail de coopération. Parfois, donc, c'était aussi avec les middle school, avec les 6e et 7e grades que nous avions travaillé aussi pour l'amélioration des espaces de la forêt.
Un autre aspect aussi, c'est de se rendre compte, et c'est pour ça que je disais au départ, lorsque vous adoptez un lieu, essayez d'adopter plutôt les plantes, les arbustes qui sont natifs, parce qu'on va aussi se rendre compte que parfois il y a des choses dans la nature qui ne sont pas bonnes. Et il faut qu'on aide, encore une fois, c'est notre responsabilité de citoyen de la nature, d'aider les espaces et de les entretenir. Donc de comprendre que le géranium robertanium et que le lierre et que le mûrier sauvage, en fait, dans notre forêt, même si c'était très, très joli, il fallait absolument les enlever parce que ça envahissait les espaces. Donc, cette prise de conscience de la part des enfants et ce travail que l'on faisait donc, chaque année et plusieurs fois par an, permettait aux enfants aussi une prise de conscience en dehors de l'école. Et c'est de nombreux parents qui venaient me dire vous savez que mon enfant demande qu'on enlève tout le lierre dans le jardin maintenant. Mais c'est ça que l'on veut. On veut cette prise de conscience de la part des enfants pour qu'ils aillent à l'extérieur dans d'autres espaces pour partager ce qu'ils ont appris. Et puis là aussi, hein, beaucoup de collaboration. Et c'est vrai qu'à chaque fois, après, lorsque l'on allait dans la forêt pour explorer, pour voir nos lieux que nous avions adoptés, on entendait « Oh non, il y a encore du géranium robertanium qui a repoussé !» Donc voilà, donc c'est cette prise de conscience constante et l'enfant qui observe, qui est curieux par rapport à l'espace qui l'entoure. Et puis là, je vous mets d'autres petites activités hein, périphériques, mais encore une fois, rien d'extraordinaire. Mais là, ici, nous avons par exemple une recherche d'indices. Alors, on avait mis ça en place parce que, alors c'est bien d'explorer l'environnement qui est juste proche de nous, mais c'est bien aussi d'aller voir plus loin. Et donc, de temps en temps, quand même, on prenait le bus pour aller voir plus loin et on allait dans une forêt, donc, qui était à 2 heures à peu près de l'école. Et dans cette forêt, donc, ce qu'on a essayé de voir, on a essayé de voir est-ce que dans notre forêt et dans la forêt qu'on a visitée, nous retrouvons les mêmes organismes et se poser des questions. Tiens, on est allé à Worldwood, on a vu des saumons. Pourquoi on n'en a pas vu? Pourtant, nous, on a aussi un petit cours d'eau. Ah oui, mais ce cours d'eau, on a appris, bah oui, ce cours d'eau, ça ne fonctionnerait pas pour les saumons. On fait des recherches, on voit qu'il y avait des salamandres aussi à Worldwood. Nous, on n'en voit pas. Alors, il y en a en fait, mais l'accès aux salamandres pour nous n'est pas facile puisqu'il faut descendre dans le ravin, etc. Donc, se poser des questions sur ce qu'on trouve dans un environnement ou un autre. Nous étions dans un contexte d'immersion en français, donc il fallait bien sûr travailler sur le vocabulaire. Donc là, il y a toutes les activités de vocabulaire que vous pouvez mettre en place, évidemment. Donc les mots qui disent comment est la forêt, les bruits de la forêt, les couleurs de la forêt, etc. On avait travaillé donc une année aussi sur les contes du pourquoi. Et écrire son compte du pourquoi à l'intérieur de la forêt à partir justement des lieux que l'on avait visités ou des lieux que l'on avait adoptés. Par exemple, pourquoi le noisetier a des chatons. Ça peut être un conte qui est très rigolo. Donc ça, c'est quelques activités. On a aussi, bien sûr, les activités d'orientation. Alors, vous allez me dire, mais ce n'est pas vraiment l'accès à la nature. Moi, je vais dire que c'est très, très important aussi pour le futur de mettre les enfants en lien avec ces activités d'orientation dans la nature. D'ailleurs, le site Sylviva propose des activités d'orientation avec boussole aux adultes. Pourquoi? Parce que si vous regardez les adultes de maintenant, ils ne savent plus se déplacer avec une carte puisque tout est sur GPS maintenant. Donc, pour moi, là, c'est super important aussi de remettre les enfants au sein d'espaces naturels avec des boussoles, mais aussi avec des éléments et des indices qui leur permettent de se déplacer. Apprendre aussi à dessiner ces espaces. Donc, la forêt, on l'avait exploitée. Donc, quand le moment est venu de travailler sur ces activités d'orientation, pourquoi pas dessiner le plan de la forêt pour aider quelqu'un d'autre à se déplacer dans cette forêt. Pas simple pour des CP, évidemment, hein, mais c'est quelque chose à encourager aussi. Alors là, je suis un petit peu déçue parce qu'effectivement, étant donné que j'ai pris ma retraite, j'ai fait le vide un petit peu dans mes photos et je ne retrouve plus la majorité de mes photos sur l'art éphémère. Encore une fois, c'est de se rendre compte des richesses de la nature et de tout ce qu'on peut trouver dans cette nature. Alors, ça peut être au travers de la photographie aussi. Hein, donc, demander aux enfants d'expliquer pourquoi ils ont pris ces photos, quels sont les éléments qu'ils ont mis en avant quand ils ont pris ces photos.
Et puis l'art éphémère, évidemment, que vous connaissez, créé avec les matériaux naturels. Alors, ce qui est important, et pourquoi j'ai mis celui-là aussi, parce que une fois que les enfants avaient pris conscience de l'importance de tous les matériaux et de tous les organismes dans la forêt, il était très facile d'avoir des enfants qui disaient: moi, je ne peux pas prendre ça. Si je veux faire ce travail avec les éléments naturels, je ne peux pas enlever cette plante-là. Par contre, j'ai le droit d'utiliser toutes les feuilles de lierre que je trouve, parce qu'on sait que le lierre va envahir. Donc aussi, c'est prise de conscience de qu'est-ce que j'ai le droit de faire. Si je fais de l'art avec des éléments naturels, qu'est-ce que j'ai le droit d'enlever, qu'est-ce que j'ai le droit de prendre. On avait des fougères qui étaient les sword fern, celles-là, on savait qu'on ne les touchait pas. Par contre, il y a des fougères sauvages qui poussent à la vitesse de l'éclair. Celles-là, on savait qu'on pouvait les enlever. Je vais vous parler maintenant dans cette dernière partie de mon expérience avec des petits. Encore une fois, là, c'est essayer de mettre un chapeau avec la classe que vous avez, mais il est évident que ce que je vous présente là, c'est beaucoup plus facile avec les maternelles, je le sais. Mais en même temps, il y a des éléments peut-être qui peuvent être pris avec les plus grands. J'ai eu cette chance effectivement d'avoir ce groupe d'enfants où j'ai eu une liberté totale par rapport à l'emploi du temps. C'est-à-dire que je gérais l'emploi du temps, je n'avais pas des récrés en fonction des récrés des autres. Donc j'ai pu vraiment gérer ce groupe ici. Et peut-être que c'est quelque chose à réfléchir, pas toujours évident quand on a des grandes écoles avec de nombreuses classes, mais réfléchir un petit peu à la flexibilité par rapport aux récréations et aux espaces qui sont disponibles. Donc encore une fois ici, pour moi, ça a été d'identifier tous les espaces possibles pour mettre mes petits loups et de voir aussi quel est le temps que je pouvais appartir à ces moments dehors. Et en fait, très rapidement, je me suis rendu compte qu'il fallait au moins que je sois 2 heures dehors tous les matins. Alors les petits dorment l'après-midi, hein, donc forcément le matin. Mais je passais donc 2 heures par tous les temps. On le verra, comme vous voyez ici, hein, par tous les temps, parce qu'ils ont leur combinaison. Donc ça demande aussi collaboration de la part des parents pour amener toutes ces choses à l'école, pour qu'il y ait un double à l'école qui reste tout le temps là, pour qu'on puisse sortir à n'importe quel moment. Donc dans mon expérience ici avec les petits, ce que j'ai vu aussi, c'est que les gros gestes moteurs, et je vous montre ici cette expérience avec ces petits loups qui sont en train de porter ce gros morceau de bois. Donc ça, c'est dans notre parc de découverte. Et j'ai mis cette première ici parce que ce que l'on voit derrière, c'est une structure de jeu. Donc la structure de jeu typique, hein, mais qui ne permet absolument pas ce genre de gestes moteurs, qui ne permet pas aux enfants de collaborer, de coopérer. Et voilà, donc on voit la suite de ce travail ici où on a ces 3 petits, et encore une fois, c'est spontané, hein, il y a aucune règle là, les enfants font ce qu'ils veulent. Un autre aspect ici, donc on avait eu une grande tempête, et c'est le seul moment d'ailleurs où on ne pouvait pas sortir en forêt, c'est lorsqu'il y avait une tempête de vent, parce qu'il y avait des grands risques d'arbres qui tombaient. Donc c'est le seul moment où là, évidemment, on pense à la sécurité des enfants. Mais quelques jours après la tempête, donc les arbres, on a eu 2 arbres effectivement qui étaient tombés. Et là, c'est refaire notre parcours dans la forêt et puis voir comment on va faire pour traverser. Là, on a 2 arbres maintenant. Donc, laisser les enfants trouver des solutions. Alors, oups, et je continue. Sortir par tous les temps, je vais vraiment insister là-dessus. Les enfants, pour eux, c'est pas important. S'ils sont bien habillés, s'ils ont l'équipement qu'il faut, ça n'a aucune importance pour eux. Et au contraire, c'est là qu'ils vont faire les meilleures expériences. Il y a eu peut-être, sur toute mon année, il y a eu 2 fois où on a eu froid. Où on a eu froid dans la forêt, parce que vraiment là c'était humide, vent et froid, donc on avait tout. Mais autrement, c'est pas qu'une fois bien habillé, il y avait vraiment pas de problème. Donc ça peut être jouer avec l'eau, ça peut être tapoter dans la boue. Ce pont, on y a passé énormément de temps parce qu'il y avait cette petite rue qui coulait dessous. De voir qu'au fil de l'année, ce petit rue avait changé, il tend à s'assécher au fil de l'année, mais aussi de voir qu'est-ce qui se passe quand je vais mettre une feuille, est-ce que je peux voir des petites choses. Donc là, j'aurais pu faire toute une chose juste sur ce petit pont, j'avais au moins 100 photos, mais je ne vais pas vous saouler avec ça. Mais juste pour vous dire qu'un petit espace précis, parfois, ça n'a pas besoin d'être grand, mais on y revient souvent et on voit les différences, on voit ce qui se passe. Donc, on y va en hiver, on y va en forêt. Donc, j'adore cette photo-là où effectivement, on essaye la neige avec la langue. Et puis, de voir aussi qu'on encourage toutes ces activités qui sont émergentes et spontanées.
Alors, il faut documenter, hein, et il faut documenter. Évidemment, quand vous allez dans la forêt comme ça et que vous partez avec l'idée, OK, on va laisser les enfants explorer, ça demandait beaucoup de documentation, de voir qui est impliqué, qui n'est jamais impliqué, comment est-ce qu'on peut encourager les autres les enfants à être impliqués. Mais là, par exemple, cette petite histoire de la limace, ben, tout simplement, alors on venait dans la forêt, il faut savoir qu'avec mes petits, ça peut donner 15 minutes, entre 15 et 20 minutes d'aller de la classe jusqu'à la forêt quand même, hein. Donc, on venait avec les brouettes, on venait avec des seaux, on venait avec des outils de jardin, des vrais outils de jardin, pas des outils pour enfants, mais des vrais outils de jardin pour qu'ils creusent, qu'ils grattent. Et voilà, et cette activité, par exemple, est venue d'un moment très simple où on remplissait la brouette avec les feuilles qui étaient tombées, on la vidait, et puis tout d'un coup, tiens, il y a quelque chose au fond de la brouette. Et là, tout le monde est attiré par ce qui est en train de se passer. Et cette activité, c'est, encore une fois, je n'ai rien guidé, j'ai juste laissé des enfants découvrir, décider de faire ce qu'ils avaient envie. Ils savaient aussi qu'on avait cette petite table ici qui leur permettait d'aller explorer plus tard. Donc, on a amené la petite limace ici, on l'a observée. Là encore, ça demande beaucoup de documentation de la part de l'enseignant. Donc, moi, je me promenais toujours avec ces petits tabliers de serveur dans lequel j'ai mes carnets et mes crayons. Et donc, sortir le carnet et noter les informations ici. Peut-être que je fais vieux jeu parce que vous, maintenant, vous faites ça sur votre téléphone, certainement. Okay. Donc, encore une fois, on venait avec plein d'outils possibles pour observer et laisser vraiment toutes ces activités émergentes. Mais ça demande, et ça, je l'ai appris effectivement avec cette personne, Dale, à laquelle nous avons travaillé pendant plusieurs années, c'est aussi en tant qu'adulte, d'avoir les informations nécessaires pour aider les enfants à mieux observer et à mieux comprendre ce qui se passe dans la nature. Et ça peut être effectivement tout simplement retourner un bout de bois et s'apercevoir que derrière, on a une limace. On venait aussi toujours avec les loupes parce que voilà, ils adoraient, ils se battaient pour avoir les loupes évidemment. Mais là, c'est juste s'asseoir et regarder. Là, il y a quelque chose qui pousse qu'on n'a pas vu la dernière fois. Et tous ces changements, de leur faire prendre conscience de ces changements. Encore une fois, imaginez avec des plus grands, c'est aussi possible. Je l'ai fait effectivement avec des CP et avec les CP, c'est bien sûr possible aussi. Mais on y voit moins souvent. On y voit certainement moins souvent parce qu'il y a un programme derrière avec des choses à faire. Donc ici aussi, on continue les activités émergentes et spontanées, mais on amène aussi des choses qui leur permettent de découvrir. Par exemple, ici avec les petits, ça va être des récipients pour remplir, pour vider, pour s'apercevoir que si je veux vider avec de la boue, ça ne va pas marcher aussi bien que si je mets de l'herbe et que je vide. Ça va être amener des récipients qui vont avoir des partitions comme des plateaux de crudité. Et là, on va commencer déjà à parler un petit peu des collections. Et puis, c'est vraiment, encore une fois, prendre le temps d'être dans les espaces et d'observer les enfants et de documenter, ça je le répéterai encore. Et puis, parfois, on va y aller aussi de manière guidée. On va guider la recherche quand les enfants se sont appropriés l'espace. Donc, on va aller voir, par exemple, aujourd'hui, on va décider, on va aller trouver toutes les petites bêtes qu'on peut trouver dans notre espace de la forêt. Et on va trouver, tiens, ça y est, on a trouvé une toile d'araignée. Donc, on va observer cette toile d'araignée, puis on va observer l'araignée elle-même. Et puis, on va aussi prendre conscience que ces araignées, elles ne nous font pas peur, en fait, qu'on peut les mettre sur le bout sur nos mains et que ça chatouille et que tout le monde peut avoir cette expérience sensorielle aussi. Donc, on va aussi aller dans la forêt, par exemple, pour, encore une fois, on est dans un contexte d'immersion, donc on a besoin d'augmenter le vocabulaire. Donc, on va aller travailler on va trouver les différentes textures, qu'est-ce qui est doux, qu'est-ce qui est rugueux, qu'est-ce qui est baveux, et on va essayer de toucher tout ça et en parler ensemble aussi. Et puis évidemment, comme je vous le disais, on va aller voir le pont ici, et puis là, on va se poser des questions, et on va voir ce qui se passe. Et puis de temps en temps aussi, on va aller chercher des traces qu'il y a des animaux dans notre forêt. Est-ce qu'on peut trouver des traces? Et on y va ensemble, évidemment, avec les loupes, parce que ça fait quand même beaucoup plus sérieux. Et puis ensuite, donc, dans cette recherche guidée, eh bien, on peut avoir ici le tri, les collections. Donc, on va avoir quelles sont toutes les sortes de feuilles qu'on peut trouver dans notre forêt et on va les amener, on va les observer. On va voir, tiens, d'où elles sont tombées, celles-là. Est-ce qu'on peut encore voir l'arbre desquels elles sont tombées? Est-ce qu'il est juste à côté? S'il n'est pas juste à côté, pourquoi? Et même avec ces tout petits, on peut faire toutes ces hypothèses-là. Et puis, bien sûr, les collections. Donc, ça demande d'aller dans la forêt ou dans l'espace avec des seaux, des paniers.
Et puis parfois, évidemment, on ramène tout ça dans la classe aussi, dans le bac sensoriel. Et puis on continue à explorer un petit peu tout ce qu'on avait trouvé dans l'espace du dehors. Et bien sûr, encore les loupes, on ne les oublie pas celles-là. On utilise aussi, et là, ça c'est encore une fois dans le cadre de l'immersion, on va réutiliser tout le vocabulaire qu'on a utilisé dans la forêt. Donc on ramène tout ça dans la classe, on prend des photos, puis on en parle. Et ça devient des albums échos. Mais ça rebondit encore sur tout ce qu'on a fait dans la forêt. Donc par exemple, Sacha marche sur le tronc, Sacha et Rana vont sur le bateau, Mia regarde les graines. Alors ça nous fait parler, tiens, quelles graines elle regardait, Mia, est-ce qu'on les a revues après quand on est revenu? Donc l'album écho avec chaque enfant. Donc chaque enfant avait son propre album écho avec toutes ces photos-là et on en parlait avec eux aussi. Et puis, parfois, dans la recherche guidée aussi, c'était travailler en collaboration avec d'autres classes. Donc là, ici, je vous ai expliqué qu'il y avait un enseignant donc, qui avait travaillé avec ses élèves de CM1 sur reconnaître la faune et la flore de la forêt, mais notamment aussi tous les oiseaux de la forêt. Et nous avions passé beaucoup de temps à marcher très doucement dans la forêt pour écouter les oiseaux et pour savoir s'il y avait des oiseaux. Donc, de voir avec les CM1, est-ce que les oiseaux qu'eux, ils avaient répertoriés, est-ce que nous les avions vus aussi? Donc, on avait invité les CM1 à nous montrer tout ce qu'ils avaient trouvé. Et là, donc, travail de collaboration et de coopération aussi entre nos élèves, et puis de communication aussi sur ce que nos élèves avaient vu et puis ce que les CM1 avaient pu observer. Donc voilà, j'arrive à la fin de ma présentation. Je vous mets cette petite vidéo ici du pont, parce qu'encore une fois, on y a pêché beaucoup dans ce pont, on a essayé du moins, il n'y a pas de poisson. Je vous mets aussi là-haut, parce que les éléments naturels permettent vraiment d'être créatifs. Là, j'ai deux petites filles qui avaient trouvé des morceaux de bois et qui étaient en train de chanter, une à la guitare et l'autre aux percussions. Donc, on peut avoir vraiment plein d'expériences au sein de l'espace qui se trouve autour de nous. Voilà, c'est la fin de ce que moi j'avais à vous raconter. Encore une fois, j'espère que vous allez pouvoir vous mettre un petit peu en arrière et vous dire, OK, là j'ai vu plein de choses, certaines je ne peux absolument pas faire dans mon école, certaines je ne peux pas faire avec mes élèves, mais qu'est-ce que je peux prendre? Et puis allez voir aussi les ressources que je vous ai mises, parce qu'il y a vraiment plein de possibilités, et commencez à réfléchir comment vous pouvez peut-être dégoudronner votre cours de récréation. Ici, il y a un grand mouvement dans la ville dans laquelle je suis sur le rewilding, c'est-à-dire faire en sorte que les pelouses qui sont tondues ne soient plus tondues, mais qu'on les laisse à l'état sauvage. Donc, est-ce qu'il y a cette possibilité? Est-ce qu'autour de votre école, il y a une pelouse qui est constamment tondue? Est-ce qu'on peut cette fois décider de ne plus la tondre, par exemple? Donc ça, ce sont des petits indices. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Merci Laurence. Je pense qu'on a tous des étoiles plein les yeux. On s'est tous imaginés là pendant 1 heure dans la forêt. J'ai une petite question. Bonjour Laurence, c'est Julie. Bonjour. Je me demandais, est-ce que la forêt a toujours fait partie de ta vie, de ta classe? Et si elle n'a pas toujours fait partie de la vie de ta classe, qu'est-ce que toi, tu as noté comme changement chez les élèves entre le moment où finalement il y avait un peu plus de danse en dehors et le moment où on est passé à un peu plus de dehors-dedans et de dehors tout court? Alors, je ne sais pas si je peux analyser exactement ce qui s'est passé pour les élèves. Je sais que moi, ça m'a apporté beaucoup de joie. Je vais expliquer que mon déclic, en fait, a été donc les 10 dernières années de mon enseignement. C'est là que j'ai vraiment été en contact avec la nature. Et pourquoi? Parce que j'ai eu un enfant et j'ai passé 3 ans avec un enfant. J'ai passé beaucoup de temps dans la nature avec cet enfant et je me suis dit que je ne pouvais pas revenir à l'école et pas mettre mes enfants dans la nature. Après, la joie des enfants d'aller dehors, la joie des enfants de collaborer ensemble dans un espace extérieur, qu'on leur laisse aussi la liberté. On a quand même beaucoup d'enfants qui ne tiennent pas assis sur des chaises et même moi, en tant qu'adulte, je ne tiens plus assise sur une chaise. Donc, d'avoir ces enfants heureux d'être dans ces espaces dehors et puis libres, surtout libres, mais en même temps, encore une fois, avec l'esprit de documenter pour moi en tant qu'adulte, de voir vraiment ce qui se passait et de regarder surtout avec les tout petits et de m'apercevoir qu'ils créent eux-mêmes les apprentissages à l'intérieur de cette forêt. Mais même avec les CP, le nombre de fois où
où ces enfants, en fait, je les laissais faire tout le tour de la forêt tout seuls, parce qu'ils devaient chercher des indices, et d'avoir cette liberté. Ils me regardaient en disant: «Tu me laisses vraiment partir là?» «Ah oui, vas-y, tu es avec un autre, donc je te fais confiance». Et ça, quoi, cette confiance de mettre les enfants dans la nature. Et d'ailleurs, je voudrais donner cet exemple. Moi, quand j'étais en CM1, CM2, ce qui fait très longtemps, j'avais les enseignants de CM1, CM2 mettaient sur leur emploi du temps activité plein air. Et on allait une fois par semaine dans un bois qui s'appelait le bois Boissel, qui était à côté de l'école, pareil, une vingtaine de minutes, hein, on marchait. Et j'ai encore un souvenir extraordinaire de ces moments, effectivement, où on nous lâchait dans la nature. Et je vais d'ailleurs rajouter que ce bois Boissel a été transformé en espace de jeu pour les enfants, mais que je vais appeler moi très stérile. C'est-à-dire qu'on est, on a transformé cet espace qui était extraordinaire en espace de jeu avec effectivement des toboggans, des structures de jeu, et où on a tondu les pelouses. Et j'espère que le bois Boissel va redevenir le bois Boissel, parce que moi, je crois que c'est là que j'ai eu les meilleurs souvenirs de mon CM1, CM2. Donc, pour répondre à la question, je n'ai pas d'analyse précise sur ce que ça a fait aux enfants, mais je sais qu'ils étaient heureux d'être dehors. Merci beaucoup. Alors, Laurence, on a plein de commentaires, bien entendu, très positifs, qui te remercient pour cette présentation. On a une question de Ernest qui nous demande qui doit convaincre les familles. Est-ce que c'est qui doit le faire, la direction ou l'enseignant? Alors, évidemment, dans un premier temps, en tant qu'enseignant, il faut s'assurer que la direction est on board et bien sûr d'accord avec le projet que vous allez mettre en place. Mais une fois que la direction, et je ne vois pas pourquoi la direction ne serait pas d'accord, et surtout si vous êtes venu avec les arguments en béton, que vous avez montré ma présentation, et une fois que vous avez fait ça, je pense qu'après, les familles, là c'est pareil aussi, hein, c'est relativement facile de convaincre les familles. C'est la première présentation. Moi, ce que je vous ai mis donc, dans l'intitulé de cet atelier, c'est la première diapo que je montrais à mes parents de CP pendant les 10 dernières années. C'est cette première diapo. Si nous ne mettons pas les enfants en contact avec la nature, ils ne la protégeront pas. C'est la première chose que je montrais lors de mes réunions de classe. C'était pas comment on allait apprendre à lire au CP, c'était pas comment on allait faire les mathématiques, mais c'était ça. Donc, c'est vraiment déjà imprégner les parents sur le fait que c'est ça qu'on va faire cette année. Et oui, il y aura de la lecture, oui, il y aura des maths, oui, il y aura tout ça, mais c'est de la nature avant tout. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin de vous? Et je n'ai pas eu du tout de réluctance, au contraire, avec les tout petits notamment, là, je crois que j'ai eu aussi beaucoup d'encouragement. Alors, on a Barbara qui lève la main. Barbara qui a la même question que nous tous à l'école de Portland, c'est pourquoi tu veux partir en retraite? Ah oui. Bon, alors ça fait quand même, j'ai enseigné pendant 36 ans là quand même. Donc... Il faut enlever le mot retraite, il faut trouver autre chose. Jubilation. Oui, voilà. Alors, je m'investis, hein. Je travaille par exemple. Je voulais te dire Alors, je voulais te dire, je repense à ce que tu disais lors de la présentation de réunion, lors de la réunion de présentation, pardon, auprès de tes parents à la rentrée avec la diapo que tu affichais. Je rajouterais qu'en fait, on peut très bien dire aussi que de toute façon, on fait des maths et de la lecture dans la forêt aussi. On peut faire des ponts, justement. Ça pourrait être le fil rouge, en fait, la forêt et se décliner dans les autres matières pour les récalcitrants ou pour rassurer les parents. Bien sûr, bien sûr. Et je crois que je l'ai montré aussi, hein, qu'il y avait plein de... Oui, on voit même qu'ils font du sport là, hein, quand ils montent sur les souches là, avec enfin c'est pas un tronc ni une branche, mais enfin c'est une grande perche. Ouais. C'est quand même super ça en motricité de faire ça.
Bien sûr. Et encore une fois, hein, je reconnais que nos espaces étaient particulièrement Oui, luxueux oui, c'est pour important, permettre c'est cette vrai. exploration. Et je comprends tout à fait. Mais encore une fois, allez pêcher aussi ailleurs, allez voir les liens que je vous ai mis parce que ça vous montrera, et notamment cette expérience en France avec ces classes qui allaient une fois par semaine, avec des enseignants récalcitrants au départ. Hein. Donc, c'est important d'entendre ça aussi avec les enseignants qui eux-mêmes ne voulaient pas aller faire cette expérience, ne pensaient pas qu'ils allaient pouvoir mettre des objectifs pédagogiques derrière, que c'était en fait aller jouer dans la forêt. Et après un an d'expérience, d'avoir le retour de ces enseignants aussi qui disent « Waouh, j'ai découvert des enfants que je ne connaissais pas, qui à l'intérieur de la classe n'étaient pas du tout comme ça, ne coopéraient pas, ne travaillaient pas avec les autres et qui dans la forêt étaient « Allez, viens, on va faire ça ensemble, on va construire ça, on va aller trouver ça. » Voilà. Donc, regardez, il En y a tout plein de cas, choses. merci Laurent, c'était Rien. super. Ben, merci. On a Maria Angelina qui demande si tu as des sites à nous conseiller en ce qui concerne le parc découverte nature. Alors, je ne suis pas sûre, Maria Angelina, si vous voulez ouvrir votre micro pour avoir peut-être une précision quant à… Attendez, je ferme ma fenêtre parce qu'il y a un truc dehors. Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, Merci Laurence. En fait, nous, on a un jardin botanique qu'on est en train de remettre en état. Et j'ai trouvé votre idée de parc nature découverte magnifique pour le primaire. Donc aujourd'hui, notre collègue Isabelle Poulou n'a pas pu se connecter, mais elle va être notre référent maternel. Et je pense que c'est une excellente idée. Donc simplement avoir des sites ou des pages où on puisse nous donner quelques conseils, si c'est possible. Oui, alors je crois que nous, on était partis lorsqu'on a décidé d'avoir ce parc de découverte, on avait la chance d'avoir ce champ qui était juste à côté de l'école qu'on a acheté. Ce champ, donc, au lieu d'en faire une cour un peu plus grande, on a décidé de le laisser à l'état champ, donc d'avoir ces arbres, etc. Donc, il y a pas vraiment, on n'a pas vraiment utilisé des sites.